Après avoir vu les énoncés des postulats de la mécanique quantique, maintenant on va passer à l'interprétation physique de ces postulats. Et comme première interprétation, on va voir que ces postulats, ils permettent de retrouver les mécanismes de la mesure qui étaient établis à partir de la fonction d'onde psi, dans le formalisme de Schrödinger. Alors, le quatrième postulat, il permet de retrouver l'interprétation probabiliste de la fonction d'onde. En effet, les opérateurs R et P sont des opérateurs à spectre continu. En conséquent, on va considérer deux bases continues, à savoir la représentation X et la représentation P. Et par conséquent, on peut déterminer, par exemple ici, la probabilité d'avoir la particule entre X et X plus dx, qui n'est autre que la norme au carré de la projection de l'état psi sur la base X. Sachant que ce produit scalaire X psi n'est autre que la fonction d'onde psi de X, on retrouve par conséquent la forme de la densité, de la probabilité en fonction de la fonction d'onde psi de X en module au carré, dx bien sûr. Alors de la même, dans la représentation P, la probabilité d'avoir une impulsion entre P et P plus dP n'est autre que la norme au carré du produit scalaire psi P fois, bien sûr, dP. Et ça, comme tout à l'heure, le P psi n'est autre que la transformée de Fourier de la fonction d'onde psi de x. Donc on prend le module de ce transformé de Fourier au carré fois dp. Donc cette relation, on peut l'obtenir en faisant intervenir dans la représentation x, en faisant intervenir la relation de fermeture dans la représentation P, et par conséquent, on va obtenir ce résultat. Alors, tout en rappelant que le produit scalaire XP, ce n'est autre qu'une fonction d'onde qui est la fonction d'onde plane exponentielle I sur h bar Px, donc avec un facteur 1 sur racine de 2pi h bar. Le troisième postulat qui s'énonce, ou bien qui énonce que la mesure d'une grandeur physique ne peut donner que les valeurs propres associées à cette grandeur. Alors, ces valeurs propres, elles peuvent être aussi bien continues que discrètes. Ceci justifie la quantification de l'énergie, parce que l'énergie, elle peut, en mécanique quantique, elle peut avoir des valeurs discrètes, comme elle peut avoir des valeurs continues dans des intervalles bien définis, donc ce qui donne des bandes d'énergie. Le quatrième et le cinquième postulat qui sont liés à la mesure. Le quatrième postulat, c'est lié à la probabilité d'obtenir une valeur après avoir effectué une mesure. Et le cinquième postulat, c'est le postulat sur l'état du système après la mesure. Bon, c'est le fameux postulat de la réduction du paquet d'ondes. Alors, ces deux postulats, ils expliquent le caractère probabiliste de la mesure. C'est-à-dire qu'un résultat, on ne peut l'avoir qu'avec une probabilité P, qu'avec une probabilité qui n'est, donc le résultat, il n'est pas certain. Donc, on ne peut pas prévoir le résultat avant la mesure. Donc, il n'est prévu qu'avec une probabilité P. Alors, et cet aspect probabiliste, il résulte de l'interaction du système avec l'appareil de mesure, ou bien avec l'observateur, comme il peut résulter de l'interaction de la particule avec son environnement. C'est-à-dire que durant la mesure, la particule va interagir avec l'observateur, ou bien avec l'appareil de mesure, et cette interaction va causer la réduction du paquet d'ondes. De la même façon,
une particule peut interagir avec son environnement. Par exemple, un électron, il peut interagir avec un photon, c'est-à-dire de la lumière, avec un photon, et par conséquent, il va réduire, son paquet d'ondes va être réduit. En mécanique quantique, puisque c'est une théorie probabiliste, donc c'est-à-dire on a besoin d'effectuer un grand nombre de mesures afin de déterminer les probabilités d'avoir les résultats de la mesure. Donc en effectuant n mesures de l'observable A, et si on obtient n fois la valeur à n, on a la probabilité n'est autre que le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Et puis, bien sûr, pour avoir un grand nombre de mesures, on doit tendre le n vers l'infini, ce qui définit notre probabilité P. Et la valeur moyenne n'est autre que la probabilité d'avoir la valeur à n fois la valeur elle-même à n, et en somme sur toutes les valeurs. Sachant que la probabilité P de AN n'est autre que la somme sur tous les états dégénérés de la projection psi UNI, c'est-à-dire le produit scalaire psi UNI, ça veut dire la projection de l'état psi sur le UNI au module au carré. Donc on peut insérer cette forme, bien cette écriture de la probabilité dans la valeur, ou bien dans l'expression de la valeur moyenne. Et par conséquent, on va obtenir le résultat suivant. Alors, sachant que ce module au carré, cette norme au carré, n'est autre que le produit de ce terme, c'est-à-dire de ce produit scalaire, fois son conjugué. Alors, ce qui est écrit ici, ça c'est le terme UNI psi, et voici son terme conjugué, c'est psi UNI, avec la valeur AN, qui est bien sûr qui doit être multiplié par la probabilité, et puis on somme sur tous les états n et tout le degré de dégénérescence. Alors maintenant on peut faire entrer cette somme à l'intérieur, d'accord? Et le AN n'est autre que l'action de A sur le vecteur propre UNI. Donc et par conséquent, on voit que à partir de cette relation qui est là, donc ça ce n'est autre que la relation de fermeture, c'est-à-dire que cette somme sur tous les états, la somme sur n et la somme sur le degré de dégénérescence i allant de 1 jusqu'à gn de cet opérateur, qui est l'opérateur de projection, donc est égal tout simplement à 1. À l'opérateur unité, et par conséquent, on obtient l'expression psi A psi. Et c'est comme ça qu'on va calculer la valeur moyenne d'un observable ou bien d'un opérateur. Dans cette expression, on a considéré que la fonction que l'état psi est un état qui est normé. Dans le cas où l'état psi n'est pas normé, donc on doit le normaliser en divisant par le produit scalaire psi, psi. Lorsqu'on fait des statistiques, toujours on a une valeur moyenne d'une grandeur, mais on a aussi des fluctuations autour de cette valeur moyenne. Alors pour mesurer ces fluctuations autour de cette valeur moyenne, on doit déterminer l'écart, ce qu'on appelle l'écart quadratique moyen, c'est-à-dire l'écart par rapport à la moyenne. Et on prend le carré de cette expression, parce que sinon, si on ne prend pas le carré, on va avoir la moyenne de ce terme est égale à 0. Donc, on prend le carré de cette différence et on fait une moyenne, ce qui va nous donner cette expression, c'est-à-dire c'est la valeur moyenne de a carré moins a au carré. Donc cet écart quadratique moyen, il mesure les fluctuations autour
de cette moyenne. Alors on sait que si on a deux observables ou bien deux opérateurs A et B, tels que les A et B ne commutent pas, leur commutateur est non nul, on peut montrer cette relation que l'écart quadratique de A multiplié par l'écart quadratique de B, il est toujours supérieur ou égal à 1 demi la valeur absolue de la moyenne du commutateur AB. Ça, c'est une relation qui est... ça, c'est une relation bon, qu'on a vue, ou bien que vous avez vu déjà en S4. Vous avez vu sa démonstration. Alors, sachant que les opérateurs P et R, donc ils obéissent, ou bien leurs composantes obéissent à cette relation de commutation, c'est-à-dire que si j'ai deux mêmes composantes, I est égal à J, donc je vais avoir le commutateur est égal à moins IH bar. Si il s'agit de deux composantes qui sont différentes, le commutateur est égal à 0. Par exemple, je peux prendre Px et X est égal à moins IH bar. Alors que Py et Y est égal à 0. D'où on obtient la relation d'incertitude de Heisenberg qui est delta P, delta R supérieur ou égal à H bar sur 2. Cette relation, bien sûr, elle est directement obtenue à partir de ce résultat qui est là. Et bien sûr, on doit avoir ici, pour cette relation d'incertitude d'Heisenberg, on doit avoir les mêmes composantes. Par exemple, delta X, delta Px, delta X, delta Py, delta Y, et ainsi de suite. Cependant, il y a certains observables qui commutent. Alors, donc, on parle de compatibilité des observables. Alors, donc, en considérant deux observables qui commutent, A et B, on peut trouver une base commune à ces deux observables, une base de vecteurs propres communs aux deux observables A et B, tels que l'action de A sur le vecteur propre, ça va vous donner la valeur propre à n, et puis l'action de B sur le vecteur propre, ça va vous donner la valeur propre BP. Donc, connaissant l'état du système, la mesure de A et B, il va donner les valeurs propres à N et BP. On dit que A et B sont compatibles. Et l'état du système psi, on peut le décomposer dans cette base. On peut le décomposer dans cette base comme étant la somme sur tous les états N, et puis P, et tous les autres nombres quantiques I qui sont différents de N et P. Donc, une constante c'est NPI qui est complexe, qu'on multiplie bien sûr le vecteur propre, qui est un vecteur d'état. Alors, sachant que la probabilité d'avoir la valeur à n donc, est égale tout simplement à psi Pn psi. Donc, il n'est autre que la somme donc, sur les PI. Parce que l'opérateur, le Pn, c'est un projecteur sur le sous-espace n. Donc, on doit sommer sur tous les autres indices ou bien les nombres quantiques. Donc, on doit sommer sur tous les P et I de la quantité produit scalaire psi avec le vecteur propre. Et on prend le module au carré. De même, d'après le cinquième postulat, on a l'état après la mesure, après avoir mesuré l'observable A, est égal tout simplement à la somme, donc c'est une application directe du cinquième postulat, donc c'est une somme sur tous les nombres quantiques P et I qui sont différents de n. Et puis, je somme sur toutes les combinaisons linéaires des vecteurs propres de l'opérateur A. Et puis, je normalise. Ça, cette quantité n'est autre que la normalisation du vecteur psi'.
Cette expression peut s'écrire comme étant Pn, projecteur Pn dans le sous-espace En, la projection de psi dans le sous-espace En, et puis le facteur de normalisation qui n'est autre que psi, Pn, psi. Et on prend la racine, bien sûr. Sachant bien sûr ici que le projecteur dans le sous-espace N n'est autre que la sommation sur tous les nombres quantiques P et I de l'opérateur AN BP I, I BP AN, bon, qui est un projecteur bien sûr dans le sous-espace. Alors maintenant, si on effectue une deuxième mesure de l'observable B, juste après la première mesure de A, donc on effectue une mesure de l'observable B. Alors la probabilité d'avoir la valeur BP, sachant que dans la première mesure on a obtenu la valeur AN, alors n'est autre que la somme sur tous les nombres quantiques I de produit scalaire I BP AN psi prime, et je prends le module au carré. Donc c'est une projection sur le sous-espace EP, qui est un sous-espace maintenant de EN. Et puis cette probabilité, ça peut être exprimé comme étant la somme sur tous les I, Cn, Pi au carré, et je tiens compte, ou bien je considère le facteur de normalisation. Alors, sachant que les deux mesures elles sont indépendantes, la probabilité d'avoir, après avoir effectué une mesure simultanée de A et B, la probabilité d'avoir les valeurs propres à N et BP n'est autre que le produit des deux probabilités. Alors, si on fait le produit, on obtient directement sommation sur I, Cn, Pi au carré. Parce que je rappelle que la probabilité d'avoir AN donc n'est autre que la somme sur PI, n'est autre que la somme sur PI, CI, PN au carré. Donc, c'est-à-dire n'est autre que cette somme. Donc, lorsque je multiplie par le produit, donc il y a une simplification de ce terme et il me reste uniquement ce terme-là qui est là. Donc, et d'après le cinquième postulat, donc on obtient l'état, après cette deuxième mesure, on obtient l'état psi second qui n'est autre que la somme sur tous les nombres quantiques I, CNPI, ANPII, c'est-à-dire une projection dans le sous-espace P. Et puis ça, c'est un facteur de normalisation. Ce résultat que nous avons obtenu d'une manière un peu explicite en détaillant les choses, c'est-à-dire en passant étape par étape, en passant par la première mesure et puis effectuer une deuxième mesure. Alors ça, on peut le faire d'un seul coup, c'est-à-dire d'une seule manière, en considérant une mesure simultanée et en tenant compte des quatrièmes, en appliquant directement le quatrième et le cinquième postulat. Donc, faisons une mesure simultanée de A et B. Alors, la probabilité, en appliquant le quatrième postulat, la probabilité d'avoir AN et BP dans ces deux mesures simultanées n'est autre que la somme sur tous les nombres quantiques des constantes Cn, I, P, Pi, Cn, C indice N, P, I au module au carré. Bon, ces constantes ne sont autres que le produit scalaire psi fois le vecteur propre des observables A et B. Et le cinquième postulat, il nous dit qu'il faut faire une projection dans le sous-espace engendré par les nombres quantiques N et P, c'est-à-dire engendré par les vecteurs propres associés à A et B. Donc, on va faire la projection donc, de l'état psi dans ce sous-espace et puis on prend la normalisation, on normalise
par ce terme qui est psi, PNP, psi. Sachant bien sûr que le PNP, c'est la projection dans le sous-espace ENP, qui est la somme sur cet opérateur. Ça, parce que ça, c'est un opérateur. Maintenant, afin de déterminer l'espace des états d'une particule quantique, on doit préparer le système dans un état et par conséquent, en parcourant tous les états possibles de la particule quantique, on va construire l'espace des états. Alors, comment on va procéder? Donc, je vais considérer un état psi, donc, qui est un état qui appartient à l'espace des états, et une observable A dont la valeur propre est AN, et les vecteurs propres, ce sont les UN. Donc, tel que l'action de A sur UN, ça va vous donner AN, UN. Et je vais considérer en premier lieu que AN est non dégénéré. Alors, si AN est non dégénéré, après avoir fait la mesure, donc, d'après le cinquième postulat, j'ai le psi' est égal directement à UN. Donc, et ce vecteur d'état, il est indépendant de psi, puisque c'est un vecteur propre de A. Donc, il est indépendant de l'état initial avant la mesure. Par conséquent, l'état du système est complètement déterminé par la mesure de A. Une fois que je fais la mesure, je sais très bien que mon système, il est dans l'état UN. Alors maintenant, si on a le cas dégénéré, AN est dégénéré, ça veut dire qu'il y a plusieurs vecteurs propres associés à la valeur propre AN. Alors, d'après le cinquième postulat toujours, le psi' n'est autre que la projection sur ce sous-espace vectoriel qui est constitué par les vecteurs propres associés à AN. Donc, je fais la projection sur psi et je normalise. Alors, donc l'état ici, l'état psi', donc il dépend de l'état initial psi. Il va dépendre de l'état initial psi. Et par conséquent, il faut considérer une autre observable B qui est compatible avec A, ça veut dire qu'il commute avec A. Donc, cette observable, elle a la valeur propre BP. Donc, d'après le cinquième postulat, premièrement, parce que le A et B ils sont compatibles, ils commutent, ils ont une base commune qui est le AN BP. Donc, d'après le cinquième postulat, l'état après la mesure, ce n'est autre que le vecteur, c'est un état qui est proportionnel tout simplement au vecteur propre associé à A et B. Donc, et ce coefficient de proportionnalité n'est autre que la constante CNP sur son module qui va vous donner plus ou moins 1. Donc, alors plus ou moins 1, c'est un exponentiel INP, ou bien c'est un exponentiel IP qui ne joue aucun rôle, c'est un facteur de phase qui ne joue aucun rôle. Donc, je peux dire que le psi' est équivalent directement au vecteur propre à n BP, et par conséquent, l'état psi', il est indépendant de l'état initial avant la mesure psi. Maintenant, si le couple AN-BP donc, est dégénéré, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs vecteurs propres associés à ces valeurs propres, ça veut dire qu'on a un autre indice qui est l'indice de dégénérescence. Donc, on considère cette base-là, on considère ces vecteurs propres de AN et BP à la fois, qui sont dégénérés, mais on cherche une autre observable qui commute avec les deux autres, A et B. C'est-à-dire, elle doit être compatible avec les deux autres. AC est égal à BC est égal à 0. Donc, ça doit être compatible. Alors, une fois que cette observable est compatible avec les deux, on peut constituer une base commune aux trois observables, A, B et C. Et ces vecteurs, les vecteurs de cette base, ils sont donnés par cette écriture-là. Donc, on note AN, BP, CQ.
Alors, pour indiquer que A1, c'est la valeur propre, bien sûr, associée à A, BP, c'est la valeur propre associée à B, et CQ, c'est la valeur propre associée à C. Et comme tout à l'heure, l'application du cinquième postulat, il va vous donner directement un vecteur d'état qui est proportionnel au vecteur propre à ces trois observables. Bon, je précise que le rapport de ces constantes, ça va vous donner tout simplement plus ou moins A, bon, qui est un facteur de phase qui est sans importance. Donc, on constate que l'état psi' après la mesure simultanée des trois observables A, B et C, on a un vecteur d'état psi' qui est indépendant de l'état initial psi. Donc, on va répéter la procédure si le triplet AN, BP, CQ est dégénéré. Donc, on va essayer de retrouver encore une autre observable qu'on doit mesurer et qui doit être compatible avec toutes les autres observables. Donc, on va répéter la procédure jusqu'à ce qu'on construit l'ensemble, l'état qui décrit l'espace des états de notre système. Alors, en conclusion, la donnée d'un ensemble complet d'observables qui commutent, elle permet de déterminer complètement l'état du système, et ceci indépendamment de l'état initial psi. Ça veut dire que si j'ai un ensemble complet d'observables qui sont compatibles, c'est-à-dire qui commutent 2 à 2, alors je peux déterminer complètement l'état de mon système et par conséquent, je peux construire l'espace des états parce que tout vecteur d'état, il est combinaison linéaire de vecteurs propres associés aux observables de cet ensemble qui est le coq. Donc, c'est-à-dire explicitement, si à tout vecteur psi, tout vecteur d'état psi appartenant à l'espace des états, on peut le décomposer dans cette base. Donc, cette base de vecteurs propres associés à l'ensemble des opérateurs de Lecoq. Et ainsi, on construit l'espace des états E. Maintenant, comme en mécanique classique, on doit déterminer, notre système, elle évolue dans le temps et on doit déterminer, donc et on sait très bien qu'il évolue dans le temps en fonction de l'équation de Schrödinger. Et dans cette section, on va voir quelles sont les propriétés de cette équation de Schrödinger. Alors, l'équation de Schrödinger, bien sûr, comme vous le savez, c'est l'équation qui permet de déterminer l'état du système à un instant t, connaissant son état à un instant t0. Donc, il s'écrit dans la représentation de Dirac comme suit, avec H, c'est l'hamiltonien du système. Donc, c'est une équation qui est déterministe. Bon, ça, on peut le voir à partir de cette équation. Donc, elle est déterministe, il n'y a aucun terme stochastique. Il n'y a aucun terme stochastique, donc elle est déterministe. Mais l'indéterminisme, il n'apparaît que pendant la mesure. C'est au moment où on effectue une mesure, on perturbe notre système. Et cette perturbation nous détruit, ou bien il ne nous permet pas de détecter toutes les informations sur le système. Donc, on a un manque d'informations sur notre système. D'où l'indéterminisme qui apparaît en mécanique quantique. Et bien sûr, cette perturbation, il est due à l'interaction de la particule quantique ou bien du système quantique avec l'appareil de mesure pendant la mesure, et puis ou bien avec l'interaction avec d'autres particules dans l'environnement, donc qui le perturbent, et par conséquent, on perd toutes les informations sur le système, et on ne peut prédire qu'avec des grandeurs mesurables, on ne peut les prédire qu'avec
des probabilités. Donc, c'est là où il apparaît l'indéterminisme de la mécanique quantique. Alors, un deuxième point, c'est que l'équation de Schrödinger, donc je reviens à l'équation de Schrödinger est une équation qui est linéaire. Une équation qui est linéaire. C'est-à-dire que si je prends deux solutions, psi 1 et psi 2, la combinaison linéaire de ces deux solutions est aussi une solution. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le principe de superposition. C'est un principe qui est fondamental, assez fondamental en mécanique quantique parce qu'il est à la base de plusieurs phénomènes en mécanique quantique. Je cite tout simplement le phénomène d'interférence qui apparaît lors de l'expérience des fentes de Young. Donc si je prends l'amplitude au carré de psi est égale à l'amplitude au carré de psi 1 plus l'amplitude au carré de psi 2, mais vu que psi 1 et psi 2 ne sont pas normés, ne sont pas orthogonaux, donc on va avoir un terme produit scalaire psi 1 scalaire psi 2. Et ce produit scalaire, c'est lui qui est responsable des phénomènes d'interférence. On avait défini la norme d'un vecteur d'état donc comme étant le produit scalaire psi, psi. Alors maintenant, on va voir que cette norme, elle est conservée et elle est indépendante du temps. Donc tout simplement, il suffit de faire le calcul, c'est-à-dire calculer la dérivée de cette norme. Donc en calculant la dérivée de cette norme, on doit dériver le premier terme et multiplier par le vecteur ket, plus le vecteur bras, multiplié par la dérivation du vecteur ket. Alors c'est ce qu'on a fait ici. Donc par dérivation du vecteur bras, on va obtenir le IH bar H plus. Et puis par dérivation du vecteur ket, on va obtenir plutôt moins IH bar l'Hamiltonien H. Et par conséquent, puisque le H est un opérateur hermétique, on a H croix est égal à H, et ce qui donne à ce que cette somme est égale à 0, et par conséquent, la norme de psi de t est une constante, et puisqu'on prend un état psi normé, donc cette constante est égale à 1. Donc elle est indépendante du temps, elle est toujours égale à 1, quel que soit le t. Alors à partir de cette normalisation qui est constante, on peut retrouver sa forme en termes de fonction d'onde. Il suffit tout simplement d'introduire la relation de fermeture de la représentation R, parce que l'intégrale sur D3R, R, donc est égale à 1 à l'opérateur unité. Et on voit très bien ici que psi R, c'est le conjugué de la fonction d'onde, et ici, c'est la fonction d'onde psi de R. Alors, ce qui donne le module de psi au carré, et donc l'intégrale sur tout le volume, tout l'espace du module de psi au carré est égal à 1. Ça veut dire que la probabilité d'obtenir la particule dans tout l'espace, elle est certaine. C'est-à-dire que la particule, elle peut être dans un point dans l'espace, donc quelque part dans l'espace. Donc sa probabilité de la trouver dans tout l'espace, elle est égale à A. Alors maintenant, on va voir une propriété qui est fondamentale et qui est très importante. Et donc, est la suivante. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de construire une densité de probabilité et une densité de courant, plutôt un courant de probabilité. Donc, on va voir qu'on va le construire à partir de l'analogie avec ce qui a été déjà vu en électricité pour une particule chargée en mouvement. Alors, donc je prends l'équation de Schrödinger qui est là, donc en termes de fonction d'onde, et puis je prends le conjugué de cette équation que je pose ici. Et puis, je multiplie la première équation par psi star, c'est-à-dire le conjugué de psi,
et je multiplie la deuxième équation par psi elle-même. Et puis ce que je vais faire une soustraction membre à membre des deux équations. Alors le premier terme, c'est un psi star, la dérivée de psi, plus un psi dérivé de psi star. Donc par conséquent, c'est la dérivée de psi star psi, qui n'est autre que le module de psi au carré. Donc le premier, donc la différence de ces deux termes de droite, ou plutôt de gauche, donc ça va vous donner la variation par rapport au temps du module de psi au carré. Alors les termes de droite, alors sachant que l'opérateur p carré, donc c'est Laplacien, c'est moins h bar carré le Laplacien. Donc on va obtenir le psi star, l'action de p carré psi, qui est moins h bar carré psi, moins h bar carré, pardon, Laplacien psi, qui est ce terme. Donc moins psi star Laplacien de psi, avec le terme h bar carré sur 2m. Puis ce terme qui est là, de la même manière, on va obtenir plus, alors parce qu'il y a un moins ici, donc avec le moins de Laplacien, moins h bar carré, donc je vais avoir psi multiplié par h bar carré, le Laplacien de psi star. Et bien sûr, il y a le h bar carré sur 2m. Donc c'est ce terme-là. C'est le psi qui est là, multiplié par le Laplacien de psi star avec le terme h bar carré sur 2m. Donc on a cette expression, donc on a cette équation-là. Alors ça, donc je rappelle bien sûr que ce terme, le module de psi au carré, n'est autre que la densité de probabilité. Donc c'est une densité de probabilité. Alors, donc je vais poser ρ comme étant une densité de probabilité, et je vais poser J est égal à h bar sur 2mi fois cette quantité, c'est-à-dire psi star fois le gradient. Maintenant, ça, c'est un gradient, et qui est un vecteur, d'où le J, c'est un vecteur. Alors, psi star gradient de psi, moi, le psi gradient de psi star. Et si je calcule, puisque ça c'est un vecteur, je vais calculer la divergence de ce vecteur-là. En calculant la divergence de ce vecteur, je laisse tomber le h bar sur 2mi, bon, c'est un facteur, c'est une constante. Alors en calculant la divergence, alors je vais voir que le premier terme, je vais dériver deux fois, c'est-à-dire je vais calculer la divergence de psi star multipliée par la divergence de psi. Alors moi, la divergence de psi multipliée par la divergence de psi star. Alors ces deux termes se compensent, ça donne 0. Il reste la deuxième dérivation, c'est psi star, Laplacien de psi, moins le psi Laplacien de psi star. C'est cette expression. C'est cette expression qui n'est autre que l'expression que nous avons dans l'équation, dans cette équation. Qui n'est autre que cette expression. Et par conséquent, donc l'équation peut s'écrire sous cette forme. La variation, donc la variation de l'opérateur, la variation de la densité de probabilité par rapport au temps, plus la divergence de J est égale à 0. Alors cette équation, ça nous rappelle bien sûr l'équation de continuité ou l'équation de conservation de la densité de charge d'une particule chargée en mouvement. Avec le ρ, c'est la densité de charge et le J, c'est la densité de courant. Donc de la même manière ici, on a le ρ, c'est une densité de probabilité et le J, c'est un courant de probabilité. Donc on peut l'interpréter comme étant un courant de probabilité. Et on a cette équation de continuité donc, qui exprime la conservation locale de la probabilité. Comme pour l'état du système qui évolue en fonction du temps, bien sûr, les valeurs moyennes
elles évoluent eux aussi en fonction du temps parce qu'ils s'expriment en fonction, ou bien ils sont déterminés à partir de l'état psi qui dépend du temps. Donc je rappelle que la valeur moyenne d'un observable, ou bien d'un opérateur quelconque A, c'est psi qui dépend du temps, bien sûr, A psi de t. Alors et on va faire le calcul de la valeur par rapport au temps, la dérivation par rapport au temps. Alors, je vais dériver terme à terme, tout simplement. Alors, la première dérivation de psi, bon, à partir de l'équation de Schrödinger, ça va vous donner le IH bar psi H. Donc, multiplié par le A psi. Et puis, je vais avoir une deuxième dérivation, c'est psi, la dérivée de A par rapport au temps psi, c'est-à-dire ce terme. Et puis le dernier terme, c'est la dérivation, donc c'est ce terme psi A multiplié par la dérivation du vecteur ket, donc qui, à partir de l'équation de Schrödinger, va vous donner H psi avec la constante moins I sur H bar. Donc ce que vous constatez ici, le HA moins AH, c'est un commutateur AH. C'est le commutateur AH avec une moyenne sur psi. Donc, on va avoir 1 sur IH bar, la moyenne du commutateur de AH, plus, ici, c'est la moyenne de la variation de A par rapport au temps. Donc, ça, c'est l'équation qui détermine l'évolution de la moyenne en fonction du temps. Alors, ce terme-là, d de A sur dt, il apparaît dans le cas où le A dépend explicitement du temps. Donc, s'il n'y a pas de dépendance explicite en fonction du temps, il n'y a pas ce terme. Afin de retrouver le théorème d'Ehrenfest, on considère une particule en mouvement dans un potentiel PR. Par conséquent, son Hamiltonien H est égal à P carré sur 2m, c'est le terme énergie cinétique, plus le terme potentiel. Alors, en appliquant la variation de la valeur moyenne, qui a été, que je viens de déterminer, c'est-à-dire en appliquant cette équation-là, et sachant que les opérateurs R et P ne dépendent pas explicitement du temps, donc je vais avoir la variation de la valeur moyenne de R n'est autre que le commutateur RH. Et le commutateur RH, je peux le calculer à partir de là. Alors, il y a le terme RP carré qui va vous donner 2 fois P commutateur de RP. Alors, commutateur de RP, c'est IH bar. Et puis, il y a le commutateur RVR. Alors, ce commutateur, il s'annule. Et par conséquent, je vais avoir tout simplement la valeur moyenne de P sur M. De la même façon, donc, je peux calculer la variation en fonction du temps de la valeur moyenne de la quantité de mouvement. Donc, et je dois calculer, bien sûr, la valeur moyenne de PH. Alors, du commutateur PH. Alors, le premier terme du commutateur, c'est P carré. Bon, ça, c'est 0. Il reste le terme PVR. Alors, comme vous le savez, PVR, le commutateur PVR, n'est autre que le gradient de V, c'est-à-dire la variation de V par rapport à l'espace, multiplié par moins IH bar. Par moins IH bar. Alors, en conséquent, je vais obtenir la variation par rapport au temps de la valeur moyenne est égale à la moyenne du gradient du potentiel V de R avec le signe moins, avec un signe moins. Alors, à partir de ces deux équations, on peut tirer une autre équation qui va nous rappeler une équation de la mécanique classique. En effet, alors si je dérive une deuxième fois cette équation, je vais avoir le premier terme, il va me donner une dérivation seconde, est égal à la dérivée de P
par rapport au temps. Alors, cette dérivée de P par rapport au temps, ça va me donner, moi, le gradient de V1. Gradient de V1. Alors, cette équation-là, elle est analogue à l'équation classique. M, alors, M gamma est égal à la force, parce que le gradient de V, c'est une force qui dérive d'une énergie potentielle, donc ça nous rappelle la relation classique. Mais cette équation-là, ça n'a rien à voir avec le classique, avec la relation classique. Alors, pour retrouver exactement la relation classique, on a besoin, ou bien on va faire des considérations qui peuvent nous aboutir à cette relation, donc à l'équivalence entre cette équation et l'équation classique. Alors, c'est dans le cas où l'extension du paquet d'ondes, elle est très petite. Donc, si on a une extension du paquet d'ondes qui est très petite, ça veut dire la largeur de la fonction d'onde de la particule très petite, très faible. Ça veut dire tout simplement que l'extension spatiale de la particule, elle est très petite devant la variation du potentiel. C'est-à-dire que la particule, lorsqu'elle passe à travers le potentiel, elles ne sont pas ces variations, elles ne sont pas les variations du potentiel, ne sont pas des variations qui sont très grandes. Et par conséquent, donc elle va voir une variation qui est constante. Et dans ce cas-là, je peux écrire que la moyenne du gradient VR, elle est pratiquement égale au gradient du potentiel de la valeur moyenne R. Et vers la fin, je peux écrire que M d carré, la variation au carré par rapport au temps, est égale tout simplement à la variation du potentiel, c'est-à-dire moins le gradient du potentiel de la moyenne de R. Comme on le sait, en mécanique, en mécanique, il y a des systèmes conservatifs. De même, en mécanique quantique, on parle de systèmes conservatifs lorsque l'énergie est constante. Donc, on a ce qu'on appelle des états stationnaires. Alors, lorsqu'on a des états stationnaires, ça veut dire que l'action, donc on a l'équation de Schrödinger à l'état stationnaire. Donc, c'est cette équation-là que vous connaissez déjà. Et bien sûr, ça s'exprime comme étant l'action de H sur le vecteur d'état qui est stationnaire est égale à la valeur propre qui est l'énergie En fois le vecteur d'état phi n tau. Alors, puisque ces vecteurs-là d'état, l'état stationnaire, ce sont des vecteurs de base de H, on peut décomposer tout état psi dans cette base selon cette somme. Alors, donc bien sûr, je rappelle que les Cn maintenant tau, ils dépendent du temps parce que les états phi n tau, ce sont des états stationnaires. Et puis, en utilisant l'équation de Schrödinger, c'est-à-dire IH bar d de psi sur dt est égal à h psi, donc on peut déterminer cette équation directement à partir de cette expression de psi. Donc, on a la somme sur la variation de Cn tau dt, bon, est égale la combinaison linéaire de Cn tau fois En. Bon, c'est En qui vient de l'action de H sur le vecteur propre. Donc, et par conséquent, on a cette équation-là. Alors, par projection sur le vecteur phi n tau, donc on fait une projection de cette équation, et par cette projection sur le vecteur phi n tau, donc on va obtenir directement cette équation différentielle dont le résultat est donné par Cn tau qui dépend du temps t n'est autre que Cn tau à l'instant t0 fois l'exponentielle moins i sur h bar En t moins t0. Alors, donc, et Cn
taux à l'instant t0 n'est autre que les constantes associées au vecteur d'état, ou bien à la décomposition de vecteurs d'état psi dans la base phi n taux à l'instant t0. Ici, à l'instant t0. Donc, c'est ce qui s'écrivent comme ça, c'est-à-dire c'est la projection de l'état psi t0 dans la base des vecteurs phi n taux. Donc, finalement, le psi de t, il s'exprime comme étant une combinaison de tous les vecteurs propres avec un terme en exponentiel qui est exponentiel moins i sur h bar, en t moins t0. Et bien sûr, ici, ce sont les constantes à déterminer à l'instant t0. Alors, je fais remarquer que l'énergie En, c'est tout simplement c'est h bar oméga. Donc, on a ce oméga, donc c'est ce qu'on appelle les fréquences de bord. Ce sont ce qu'on appelle les fréquences de bord. Alors, dans le cas d'un spectre continu, c'est qu'on va considérer, au lieu de prendre un spectre discret, c'est-à-dire la variable n discrète, donc on va prendre une variable d'énergie qui est continue. Et par conséquent, au lieu d'avoir une somme, on va avoir une intégrale sur toutes les constantes C de taux. Alors maintenant, c'est indice taux, maintenant qui dépendent d'une variable continue, qui est l'énergie, et bien sûr, à l'instant t0, fois l'exponentielle de moins i sur h bar, fois cette énergie, t moins t0. Et bien sûr, ici, le vecteur d'état, c'est un vecteur d'état qui est continu, qui appartient à une base continue. Et on fait une somme sur tous les nombres quantiques taux. Une petite remarque, c'est que si psi t0 est un vecteur propre de h, c'est-à-dire que j'ai l'action de h sur psi t0 est égal à en psi t0. Donc, c'est-à-dire si je prends un vecteur propre, à l'instant t0, un vecteur propre de h. Alors, je détermine le psi de t tout simplement en faisant uniquement la somme sur taux, parce que le psi t0 est un vecteur propre de h. Donc, je dois sommer uniquement sur les autres nombres quantiques. Alors, d'après l'expression de Cn taux à l'instant t qui est donnée ici, donc on voit que le résultat, ça vous donne un terme en exponentiel, moins i sur h bar en t moins t0, fois l'état psi t0. Et comme on le sait, cet état, il est équivalent à l'état psi de t, c'est-à-dire que, parce que tout simplement, ça, c'est un facteur de phase qui est sans importance. Donc, l'état psi de t, c'est un état stationnaire. C'est un état stationnaire. Alors, comme dans tout phénomène physique, surtout par exemple, si je donne l'exemple dans la mécanique classique, il y a des constantes de mouvement. Par exemple, il y a la constante de mouvement qui est l'énergie. On peut avoir aussi le moment cinétique comme étant une constante de mouvement. Et peut-être on peut avoir d'autres constantes de mouvement. Ça dépend de la nature du phénomène. Alors, donc, afin de déterminer les constantes du mouvement, je vais prendre l'équation de Schrödinger et que je vais multiplier par un terme exponentiel moins i sur h bar ht. Donc, si je multiplie par un exponentiel moins i sur h bar ht, donc je vais avoir ici, dans la partie droite de cette équation, un terme exponentiel moins i sur h bar h fois h. Et ce terme-là n'est autre que la variation de l'exponentielle moins i sur h bar ht. Donc c'est une variation par rapport au temps. Alors, donc je remarque que dans cette équation-là, dans la partie gauche, j'ai d sur dt de psi qui multiplie un exponentiel. Et dans la partie de droite, j'ai le vecteur d'état psi qui multiplie la variation de l'exponentielle. Alors,
Ici, il y a un moins qui a été oublié. Donc, si je fais passer ce terme de droite vers la gauche, donc je vais avoir tout simplement exponentielle fois la dérivée de psi plus dérivée d'exponentielle fois l'état psi. Donc, qui n'est autre que la dérivée de cette expression. Par conséquent, cette expression-là, qui est là, sa dérivée, elle est nulle, donc elle est constante. Donc, si elle est constante, je peux écrire donc cette égalité, c'est-à-dire qu'elle est la même à tout instant t. Donc, je prends exponentielle moins i sur h bar ht fois l'état psi à l'instant t. Je peux, puisque c'est une constante, je peux le prendre à égal à exponentielle moins i sur h bar ht0 fois l'état de mon système à l'instant t0. Et par conséquent, je peux écrire mon état psi de t est égal à ce terme exponentielle moins i sur h bar h t moins t0 fois psi de t0. Alors si je note par ce terme exponentiel comme étant un opérateur d'évolution, c'est-à-dire c'est lui qui me détermine l'évolution de mon système, connaissant l'état à l'instant t0, donc à partir de cet opérateur, je peux déterminer l'état de mon système à l'instant t. En effet, psi de t, il s'écrit comme étant le u à l'instant t, t0, psi de t0. Donc, connaissant l'état de mon système à l'instant t0, l'action de cet opérateur d'évolution va me donner le vecteur d'état à l'instant t. Alors, cependant, pour arriver aux constantes du mouvement, on doit passer à la représentation de Heisenberg. Alors, en quoi ça consiste cette représentation de Heisenberg? Alors, la représentation de Heisenberg, donc, elle interchange le rôle des opérateurs et des vecteurs d'état. C'est-à-dire qu'elle prend, dans cette représentation de Heisenberg, on prend des vecteurs d'état qui sont indépendants du temps, alors que les opérateurs, ils deviennent des quantités qui dépendent du temps. Alors, donc, on prend un vecteur d'état psi de h, donc à partir de cette expression, si je multiplie par u croix, ici, donc je vais avoir u croix t0 fois psi de t, alors ça doit être égal, bien sûr, uniquement à psi t0. Parce que l'opérateur d'évolution u est un opérateur unitaire, et u croix fois u est égal à 1. Donc, je vais avoir psi de h, donc c'est un vecteur d'état qui ne dépend pas du temps, et qui n'est autre que le vecteur d'état de Schrödinger à l'instant t0. Par contre, je définis un opérateur A indice h de t, le h pour indiquer il s'agit de la représentation de Heisenberg. Donc c'est un opérateur qui dépend du temps, et je vais prendre comme étant le u croix t fois a u de t, sachant que le a il ne dépend pas explicitement du temps. Bon, alors, l'équation d'évolution de l'opérateur de Heisenberg, qui est l'équivalent dans la représentation de Schrödinger de l'équation de Schrödinger, donc peut s'obtenir en faisant la dérivation de cet observable à h de t. Alors, en faisant la dérivée, donc la variation de AH par rapport au temps, donc, et bien sûr, je dois dériver le premier l'opérateur adjoint de l'évolution, l'opérateur de l'évolution adjoint. Donc, en faisant la dérivation, donc par rapport au temps, donc je vais obtenir un terme en h, avec bien sûr la constante i sur h bar. Donc, il y a un terme en h, donc je vais avoir un terme en ha. Et puis, je continue, je vais avoir u croix dérivée de a fois u, donc ce qui va vous donner ce terme, si le a dépend explicitement du temps. Donc, je vais avoir ce terme, d de a sur dt, dans la représentation de Heisenberg. Et je continue, je vais avoir après par la suite u croix t a, la dérivée de u par rapport au temps.
la dérivation de ce U, ça va vous donner un moins I sur H bar H. Donc, vous aurez un moins AH. Par conséquent, on a l'opérateur AH, A indice H fois le commutateur de A indice H, H indice H. Donc, on a le commutateur. C'est à cause du terme HA ou bien AH moins HA. Donc, finalement, ça, c'est l'équation d'évolution de l'opérateur de Heisenberg qui est équivalente à l'équation d'évolution dans le formalisme de Schrödinger. Donc, alors maintenant, on parle de constante de mouvement si la variation de AH par rapport au temps est nulle. Donc, on a cette variation est égale à 0 lorsque les deux termes commutateurs AH, HH est égal à 0, et puis la variation par rapport à la variation de A par rapport au temps est égale à 0. Dans ce cas-là, on va avoir le A indice H du temps, il est constant, donc est égal à A indice H de T0. Et puisque le A, l'opérateur de Heisenberg, il est défini, l'opérateur de Heisenberg est défini comme suit. Alors, à l'instant T0, donc je vais avoir U croix T0, U de T0. Alors, U croix de T0 et U de T0 est égal à l'opérateur unité. Donc, en conséquence, tu vas avoir AH est égal à A. Donc, je déduis finalement, pour une constante de mouvement, je dois avoir le commutateur AH est égal à 0. Et s'il y a une dépendance explicite de A, je dois avoir d de A sur dt est égal à 0. Donc, à partir de ce qui a été dit, on peut faire les remarques suivantes. Si A est constante du mouvement, donc la valeur moyenne de A est constante du mouvement. Parce que je rappelle que cette expression de l'évolution de l'opérateur de Heisenberg, elle est équivalente à l'expression de la variation de la valeur moyenne en fonction du temps. Donc, si le commutateur AH est égal à 0, donc la valeur moyenne donc, est une constante parce que sa variation va est égale à 0. Alors, maintenant, si j'ai une constante du mouvement, ça veut dire que tout simplement, le commutateur est égal à 0. Et si le commutateur est égal à 0, ça veut dire que je peux trouver une base de vecteurs propres communs à A et H, telle que l'action de H sur ces vecteurs propres, ça vous donne la valeur d'énergie, d'accord, comme valeur propre. Et puis l'action de A sur le vecteur propre, qui est commun à A et H, ça vous donne la valeur propre A indice P. Donc P, c'est le nombre quantique qui réfère à l'observable A, donc c'est-à-dire aux valeurs propres associées à l'observable A. Alors, les phi n p tau, ce sont des vecteurs d'état qui sont stationnaires. C'est-à-dire, ce sont des états stationnaires. Donc, s'ils sont des états stationnaires, à tout instant, on va voir l'action de A sur ces vecteurs d'état stationnaire est égale toujours à P fois le vecteur propre de l'état stationnaire. C'est-à-dire que l'action de A, elle est invariante par rapport au temps. Donc, on parle de bon nombre quantique et on dit que le AP est un bon nombre quantique. Alors, sachant que Cn, les constantes à l'instant t, elles s'écrivent comme étant les constantes à l'instant t0 fois un terme exponentiel, fois ce terme exponentiel. Alors, la probabilité à l'instant t, donc elle est déterminée par la sommation sur tous les nombres quantiques, le module au carré des constantes qui dépendent du temps. Alors, puisque la constante de t à l'instant t elle est constante à l'instant t0, ils sont déterminés à un facteur de phase près. En prenant ce module au carré, ce facteur de phase près, bon, son module est égal à 1,
donc il va disparaître, et par conséquent, on va avoir ce module au carré n'est autre que le module au carré des constantes à l'instant t0, et qui n'est autre, donc cette somme n'est autre que la probabilité de trouver la valeur AP à l'instant t0. Donc on voit que la probabilité de trouver la valeur AP après la mesure de A, elle est constante, elle est indépendante du temps. Vous connaissez déjà une relation d'incertitude qui est la relation d'incertitude d'Heisenberg, qui exprime une inégalité entre le produit de l'écart type de la position et de la quantité de mouvement, c'est-à-dire delta x, delta px est supérieur ou égal à h bar sur 2. Donc maintenant, dans cette sous-section, on va montrer une autre relation d'incertitude entre le temps et l'énergie. En effet, je vais prendre l'équation d'évolution de la valeur moyenne en fonction du temps, sachant que le A ne dépend pas explicitement du temps. Et puis, je prends la relation qui est connue entre deux observables A et B. Bon, plus particulièrement ici, je prends l'observable B comme étant l'observable H. Donc, on a cette relation qui est connue, qu'on connaît, bien sûr. Alors, donc, c'est delta A fois delta E supérieur ou égal 1 demi valeur absolue de la moyenne du commutateur AH. Sachant, bien sûr, que le delta A et le delta E, ce sont les écarts quadratiques moyens. Donc, qui s'expriment de cette façon, bien sûr. Alors, d'après ces deux équations, on a delta A, le produit delta A fois delta E, il est plus grand que h bar sur 2, la variation par rapport au temps de la valeur moyenne A. Donc rien qu'à partir de ces deux relations, donc en faisant tout simplement la valeur moyenne du commutateur est égale à IH bar D sur DT de la valeur moyenne de A. Donc on obtient finalement cette relation. Et par suite, je vais diviser ce delta A par cette expression-là, D de A sur dt. Alors on remarque que ce rapport-là, delta A sur D de A sur dt, il a la dimension du temps. Parce que ici j'ai la dimension de A divisé par la dimension de A qui va partir. Donc il me reste uniquement la dimension, ici l'inverse de la dimension du temps. Et je fais le rapport, donc je vais avoir la dimension du temps. Donc cette expression qui est là a la dimension d'un temps que je vais considérer comme étant delta TA. Alors ça veut dire quoi? Ce delta TA tout simplement, c'est le temps nécessaire ou bien caractéristique de la distribution statistique de A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le temps nécessaire pour que la distribution statistique fait des variations autour de la valeur moyenne de A. Donc, en conséquence, je vais écrire cette équation comme étant delta TA, delta E supérieur ou égal à h bar sur 2. Très bien. Alors maintenant, je vais considérer toutes les observables qui constituent avec l'énergie un nœud coq. Et je considère, ou bien je définis un temps delta T qui est le minimum sur toutes les observables de l'ensemble coq de leur temps caractéristique delta TA. Et par conséquent, je vais avoir la relation définitive d'incertitude de temps-énergie qui est le delta T fois h bar sur 2. Alors maintenant, le delta T, c'est quoi? C'est le temps nécessaire pour que le système change son état. Donc, c'est-à-dire que le delta T est le temps caractéristique d'évolution du système. Alors, dans le cas où le delta E est égal à 0, ça veut dire que je n'ai pas de fluctuation de l'énergie, il n'y a pas de fluctuation de l'énergie, il est constante. Alors, le delta T doit tendre vers l'infini, c'est-à-dire le temps pour que le système
évolue, c'est-à-dire son énergie varie, donc en faisant les statistiques, donc il nous faut un temps qui tend vers l'infini. C'est le cas des systèmes classiques. Parce que dans un système classique, l'énergie est une constante, et si je fais la mesure une infinité de fois, je vais obtenir la même valeur. Je vais avoir, je fais des statistiques, je vais avoir la même valeur, il n'y a pas de fluctuation par rapport à la moyenne. Bon. Alors, par contre, si je prends un delta T est égal à 0, donc les variations de l'énergie doivent tendre vers l'infini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout simplement, ça veut dire que pour des particules qui sont très énergétiques, sont les particules élémentaires qu'on rencontre dans les réacteurs, par exemple, lors des collisions. Alors, ils ont des énergies gigantesques, et puis leur variation, l'écart quadratique moyen, il est très 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 grand. Donc, leur temps d'observation, delta t, il est tend vers 0, il est pratiquement nul. Donc, ils ont des temps d'observation qui sont très 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 petits. Donc, c'est le temps d'évolution de ces particules. Donc, il s'agit de cas de particules élémentaires. Et c'est ici que se termine cet exposé sur le premier chapitre des postulats de la mécanique quantique.